Quels sont les bénéfices? D'abord, on n'a rien demandé. Nous n'avons posé aucune condition au président quand il a envoyé nous chercher. D'ailleurs, ça aurait été une grosse surprise parce que le président même nous connaît. Il sait que nous ne sommes pas dans ce genre de choses. On n'a posé aucune condition. Quels sont les avantages que le NMP, le président Balakani, tire de soutien au président Biya? Nous avons reçu plein de députés étrangers au Cameroun. Quand ils sont venus ici et ils ont vu comment nous vivions, dans quel état on était, beaucoup sont partis, m'ont dit, président, notre image, l'image qu'on avait du président Biya et des autres va changer. Je leur ai dit non, on va faire ça. D'abord, ce n'est pas notre démarche. Deuxièmement, l'espace que nous avons réussi à conquérir dans le paysage politique camerounais et africain nous suffit. On n'a pas besoin de quoi que les particuliers. Mais président, il y a des gens qui vous voient à la télé, ils vous voient avec des gros costumes, ils vous voient rouler en voiture. Ils se disent que vous vivez une vie de luxe et que certainement vous émargez au pouvoir. Mais quand vous émargez au pouvoir au Cameroun, on connaît. Hein. Le pouvoir camerounais s'est rappelé aux gens qui émargent dans ses poches de temps en temps. Comme on parlait moins fort parce que vous savez que vous-même, vous émargez ici. Ailleurs, là, vous allez en Côte d'Ivoire, il y a les soi-disant panafricains en Côte d'Ivoire qui émargent maintenant à Ouattara. De temps en temps, on le rappelle à l'ordre. Hein. On le rappelle à l'ordre de temps en temps. Afrique Nguesson, on le rappelle à l'ordre de temps en temps. Il n'est pas le seul. Donc, quand vous émargez dans le compte d'un État, c'est connu. On vous rappelle ça de temps en temps. Nous avons tellement d'ennemis au sein du pouvoir qu'il ne manquerait pas une seule seconde de rappeler que, mais, écoutez, voici les preuves. Non. Ça, ce sont des calomnies de bas étage que nous rendons même plus fiers de ce que nous faisons. Ça montre qu'on est sur la bonne voie. Quand les gens sont obligés d'utiliser la calomnie à la place des arguments. Les élections législatives municipales passées, tous les partis politiques qui étaient en compétition ont été plus ou moins aidés par le pouvoir. Est-ce que vous m'écoutez? Je vous dis, hein, la plupart des partis ont été aidés. Le NMP ayant refusé de faire la moindre démarche envers qui que ce soit pour des aides. Ben, alors la deuxième, le LDPC nous a fait la guerre. Je dis bien une guerre. Des hauts responsables du parti sont descendus avec la deuxième, avec la consigne que le grand enjeu des élections, c'est la deuxième. Allez savoir pourquoi. Et que tout le monde le conseil municipal, sauf le président Balakani. C'est un fait connu. Hein. C'est un fait connu. Mais nous, on aurait pu aller au comité central négocier. Hein. On sait faire ça, on aurait pu aller négocier. On ne l'a pas fait. Tout ce qu'il dit là est vérifiable. Je dis bien vérifiable. Si vous êtes l'ami du pouvoir, vous avez des avantages. Mais monsieur le président, vous dites que si vous êtes l'ami du pouvoir, vous avez des avantages. Vous soutenez le président Paul Biya, qui est le président d'un parti politique, le RDPC. Et c'est un parti, dans l'imaginaire des Camerounais, c'est un parti qui a détruit le pays, qui gère le pays dans une gabégie qu'on observe. La majeure partie des personnes qui détournent des fonds viennent de ce parti. Et comment vous dites que vous soutenez le président et en même temps, ce président est le président d'un parti politique? Est-ce que votre soutien n'est pas une forme de vous utiliser pour qu'il se maintienne au pouvoir? D'abord, je vous dirais deux ou trois choses. D'abord, si le président Biya se maintient au pouvoir à cause de mon soutien, ça veut dire que mon soutien est fort que tout ce qui s'oppose à lui. Moi, c'est logique, il faut être logique quand on raisonne. On va jouer leur jeu. Donc, si mon soutien est plus fort que leur opposition au président Biya, qui viennent me voir, c'est qu'ils n'ont pas les arguments pour le convaincre qu'il soit président. Parce qu'en fait, c'est ce que ça veut dire. Il faut que les gens soient un peu logiques quand ils raisonnent. Maintenant, donc, nous n'avons jamais empêché à ceux qui veulent renverser le président d'aller le renverser. On n'a jamais empêché ça. S'ils justifient leur échec par le NMP, bon, il faut qu'ils abandonnent la politique parce que c'est de l'enfantillage. À un autre niveau, le président Biya détruit le pays, machin, ça sont des positions politiques. Et les positions politiques sont relatives. C'est-à-dire que quelqu'un dit que le président Biya détruit le pays, c'est son droit absolu. Que des partis politiques diabolisent Paul Biya, c'est leur droit absolu, c'est leur choix absolu. Moi, je m'y attendais pas, ça ne me regarde même pas. Mais tout ça, c'est le rapport de force sur le terrain qui tranche en politique. Hein. C'est qu'on peut avoir la plus belle idéologie politique. Si elle ne se réalise pas, ça ne sert à rien, même à vous-même.
c'est pour orner votre tête et votre chambre et vous masturber dans votre maison. Donc, c'est le rapport de force sur le terrain qui tranche. Alors, si le président Biya est tant haï par les Camerounais, par quel moyen se maintient-il au pouvoir? Par la force. L'histoire a démontré qu'on ne se maintient pas au pouvoir par la force. C'est possible. Qu'un peuple peut vous renverser. L'histoire l'a montré. Donc, attends, il ne faut pas que les opposants primaires au président Biya prennent leurs illusions pour la réalité. Ils sont libres de le critiquer, de le haïr, de dire que tout le malheur du Cameroun, c'est lui. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ce ne sont que des positions politiques, des positions partisanes. On peut y mêler de la passion partisane et politicienne, oui, mais la réalité est que ce n'est pas comme ça que ça se fait, que la politique fonctionne. Donc, à un autre niveau, il est président du RDPC, mais il est chef d'État du Cameroun. Est-ce que tous ceux qui payent les impôts au Cameroun sont du RDPC? Tous ceux qui payent les impôts au Cameroun sont-ils du RDPC? Va-t-on les assimiler à tous des RDPCistes, des partisans du président? Il y en a qui payent l'impôt par devoir citoyen, par devoir patriotique. Parce qu'ils comprennent que le président Biya passera, le Cameroun va continuer. Ils comprennent que les institutions qu'on est en train de bâtir en dernière instance sont la propriété des Camerounais. Ce sont des moyens qu'ils se donnent, qu'un pour construire l'histoire de leur pays. Ils le savent. Alors, va-t-on assimiler donc tous ceux qui payent les impôts à des militaires, puisque l'État fonctionne par les impôts? Le président Biya au pouvoir, pas parce que le président Barkhane le soutient, c'est parce qu'on paye les impôts. Hein. Si vous voulez arrêter un État de payer plus les impôts, l'État va s'effondrer au bout d'un an. Mais va-t-on dire que tous ceux qui payent les impôts là sont les soutiens du RDPC? Ou bien soutiennent le président Biya? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Donc, c'est des... Pour ceux qui sont sincères, moi je leur dis non. C'est... La politique, il faut distinguer les opinions politiques, même les idéologies politiques, et une démarche politique. Et une mise en pratique d'une idéologie politique. Il faut faire cette distinction-là. Si on mélange tout ça, on peut railler quelqu'un pour rien. On peut même qualifier quelqu'un de pro-BIA, pro-RDPC, alors qu'il ne l'est pas. Donc, dans le cas du Cameroun, de manière plus précise, il y a le Cameroun, c'est une créature néocoloniale. C'est une créature coloniale. La question est simple. Je n'essaierai pas de le rappeler. Attend-on d'une créature coloniale qu'elle produise autre chose que les fruits de la colonisation et du néocolonialisme? Vous n'avez pas créé votre État. C'est De Gaulle qui crée l'État du Cameroun. Je crois qu'on est en 57-58. C'est De Gaulle qui crée. C'est un décret. L'État du Cameroun est créé par décret. Après qu'on ait liquidé les patriotes camerounais, c'est par décret qu'on dit à partir d'aujourd'hui, on crée l'État du Cameroun. Un décret. Donc, notre État n'est pas encore notre propriété. Nous sommes dans une lutte historique engagée par les patriotes camerounais depuis les traités Germano-Douala jusqu'à l'UPC historique, de conquête de la souveraineté du Cameroun. Et ça a connu des hauts des années, depuis 1948 jusqu'à 1955 en montant. Le mouvement patriotique est au summum de son existence. Et après les événements de mai 1955, avec Roland Pré, on entre dans la phase de destruction de ce mouvement-là par la plus grande répression que la France ait jamais organisée dans un pays colonisé, dans une colonie. Et à partir de ce moment-là, l'UPC, mouvement historique camerounais, connaît une pente descendante. Elle a plié, comme disait Oum, mais elle n'a jamais rompu. Elle n'a jamais rompu. Donc, l'État qui est là n'est pas une création des Camerounais, je veux dire sur le plan légal. Ce n'est pas une création des Camerounais. Mais, Monsieur le Président, nous voyons des ministres à la manette. Gérer le pays. Est-ce que vous allez tout justifier avec l'impérialisme néocolonialiste? On ne justifie rien. Ceux qui disent que le problème du Cameroun, c'est Paul Biya, mais qu'ils allaient le renverser. Ce n'est pas notre thèse. Pourquoi vous voulez que nous mettions à travailler pour une thèse politique qui n'est pas la nôtre? Pourquoi? Non. Notre thèse, nous avons dit que le problème du Cameroun, ce n'est pas le président Biya. Ça change tout. Mais est-ce qu'on a ce droit, oui ou non, de dire ça? On fait la politique à partir des principes, à partir d'une base théorique, à partir d'une thèse.
Notre thèse, c'est que le problème du Cameroun, ce n'est pas Biya. Ce n'est pas seulement une thèse. L'homme qui parle là a fait 20 ans d'antibiaïsme primaire. Et elle est en prison près de 6 fois. A été torturé. L'homme qui vous parle, je ne parle pas à l'air. Ceux qui parlent là, ils ne sont même pas sortis de leur maison pour la plupart. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle aller en route affronter deux policiers. Moi, j'étais le général de la rue au Cameroun dans les années 90. Un des plus grands généraux de la rue. C'est connu, hein? Donc, je sais de quoi je parle. Nous sommes passés par là. Est-ce qu'on a le droit, après un parcours, d'évaluer et de dire que ce parcours-ci, voici ce qui a été bon, voici ce qui a été mauvais? On doit le faire. Mais sauf si on n'est pas, on n'est pas en politique. On n'est pas en politique. C'est seulement en religion on n'évalue pas. En religion, il n'y a pas d'évaluation. Le Dieu religieux n'a jamais tort. Mais nous, on n'est pas dans une religion, on est en politique. Il faut évaluer le parcours que vous avez fait. Après 20 ans, quand je deviens président du Manidem, je suis le premier à avoir réalisé une alternance dans un parti politique au Cameroun. L'homme qui vous parle. On est, je crois, en 2010. Je deviens président du Manidem. Et il faut le rappeler, élu. Élu. J'ai 39 ans à l'époque. Donc, je deviens président du Manidem et je fais l'évaluation de mon parcours. Et qu'est-ce que mon parcours m'a dit? Quelles sont les misères de l'antibiaïsme primaire, mes chers amis? Les misères, c'est quoi? Au Cameroun, l'antibiaïsme primaire, essentiellement, c'est crier fort le jour contre le président et la nuit être ouvert aux offres du pouvoir. Regardez le paysage politique camerounais. Prenez tous les opposants au président Biya. Prenez chacun. Ne sont-ils pas la fabrication du président Biya? Mais je vous repose la question. C'est vous qui posez la question, ce n'est pas moi. Mais ma question est pédagogique. Regardez tous les opposants camerounais. Et ceux qui considèrent que Paul Biya, le premier Camerounais, s'oppose à lui. Ne sont-ils pas la fabrication du président Biya? Alors, on me dira que le fait d'avoir été au gouvernement n'empêche pas d'être opposant. Eh bien, mais appliquez ça aussi au NMP. Il faut appliquer ça au NMP. C'est-à-dire que si on comprend que quelqu'un peut avoir été au pouvoir et redevenu opposant, et que c'est normal, je ne sais pas si chacun sait de quoi je parle. Hein. Pourquoi au NMP, quand c'est le NMP, on est si intransigeant, on est si violent dans la critique, on est tolérant envers ceux qui ont été au pouvoir, qui sont des fabrications du président Biya. Moi, je n'ai jamais reçu à titre direct quelque chose du président Biya. Bon, il m'a donné une médaille à titre exceptionnel. Mais c'était pour service rendu. Hein. Ce n'était pas un cadeau. D'abord, on dit bien à titre exceptionnel. On avait tout dit. Mais je n'ai jamais rien reçu à titre direct du président Biya. D'ailleurs, je n'ai pas demandé. Et un patriote ne demande pas à son pays de le payer. Vous comprenez ça? Mais tous ces opposants-là, regardez-les. En dehors des vrais épaissistes qui sont restés cohérents, et même que pour la plupart même des intérêts du combat, en dehors d'eux, regardez les opposants primaires. J'appelle opposants primaires ceux qui disent que Paul Biya a le problème du Cameroun et qu'il faut le renverser. Regardez-les. Mais monsieur le président... Allez, je vous en prie. On n'a pas besoin de les citer. Prenez-les un à un. Regardez leur parcours. Tous, je vous le dis, je suis un des rares connaisseurs de la scène politique camerounaise. Et je connais les opposants camerounais individuellement. Je les connais tous. Je vous dis que tous sont les fabrications du régime. L'opposant Malakane n'est pas une fabrication du régime. Le NMP et son président ont fait leur chemin seuls, par le travail, la lutte politique. On ne sait pas. C'est un fait. Il ne faut pas qu'on renverse l'ordre des choses. Donc, à partir de ce moment-là, je dis ceci. Quand vous avez un problème, il y a deux façons de l'aborder. Soit vous ramassez, vous contentez de compter les effets. C'est une démarche. Et même plus tard, transformer les faits en causes. Mais soit vous attaquez les causes d'un phénomène et vous le transformez. Pendant 20 ans, j'ai attaqué les effets. J'ai vu qu'on ne soigne pas un mal en soignant les effets. Quand vous parlez des effets, vous parlez de quoi? Puisque vous dénoncez la mauvaise gouvernance, la corruption, le vol là. Le Cameroun est né dans la corruption. Donc, il est une corruption. Du point de vue de sa création. Hein. Mais historiquement, il n'est pas une corruption parce que les Wandjé sont moumiers ont posé des bases très fortes. Mais du point de vue légal, le Cameroun est dans la corruption.
Une colonie, c'est quoi? C'est la corruption absolue. C'est la négation de toute vie politique et économique. Et ça, les gens le savent. Donc, rien de bon ne sort d'une colonie. Rien de bon ne sort d'une néocolonie. Bien sûr, il y a des activités économiques. Mais un mort peut être animé. Hein. Il y a des morts vivants. Donc, il y a des activités économiques comme les nostalgiques d'Aïdjo. Ils rêvent et pleurent que oui, il y avait de l'emploi, machin. Ils font rire. Mais des gens ont écrit en 60 que tout ce qu'il y a là au Cameroun, ce n'est pas de l'économie. Allez lire Chinjuan Pouemi. Par exemple, allez lire. Des gens ont écrit que c'était des rêveries. Que lorsque les patrons de l'économie mondiale vont vouloir changer, vous allez tomber. Ça s'est passé exactement comme ça. Il n'y a pas d'économie au Cameroun, je le dis. Oui, il n'y a pas d'économie au Cameroun. Il y a ce qu'on appelle des activités néocoloniales, des transactions néocoloniales. Que ce soit au niveau étatique, au niveau des affaires, des affairistes là. Mais monsieur le président, c'est le président de la République. Attendez, j'arrive. Au niveau des hommes d'affaires, tout ça, c'est de l'affairisme qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas d'économie. Donc, on ne demande pas à quelqu'un de donner ce qu'il n'a pas. Une néocolonie fait ce qu'on fait au Cameroun. Ça fait de la corruption, ça fait des détournements, ça fait de la violence. C'est des institutions qui sont corrompues, des tribunaux qui font le tchatcha-meningue, comme on dit au quartier, c'est-à-dire où les magistrats n'ont pas de sens de l'éthique, pour la plupart, parce qu'il y en a quand même des bons. Où les commissaires font des commissariats, des comptoirs, pour accueillir la population, où les bureaux de la fonction publique servent à écraser les citoyens. Ça, c'est ce qu'on fait dans une néocolonie. C'est le contraire qui est une surprise. Donc, quand on analyse l'évolution d'une néocolonie, ce n'est pas sur ça qu'on doit insister. Il faut parler de ça, hein, c'est important. Il faut dénoncer. Mais ce n'est pas ça la base d'une analyse sérieuse qu'on fait. Parce qu'une colonie, une néocolonie ne peut que faire ça. L'homme politique, le panafricaniste, détruit la néocolonie, déracine, démantèle la néocolonie et crée les conditions pour que ces effets disparaissent. C'est notre démarche. Donc ça veut dire que vous êtes un opposant systémique. Je suis un opposant systémique. C'est comme ça que je me définis. On ne peut faire de l'opposition systémique. Attaquant un système. Depuis 1000 ans, depuis 700 ans, combien de rois ont disparu? Combien de présidents sont passés? Qu'est-ce qui a changé en Afrique? Qu'est-ce qui a changé? De quoi est-ce qu'on parle? Mais ceux qui ont des intérêts, qui mangent dans les mains de la France, qui mangent dans les mains du système international, seront toujours contre nous. Ils vont toujours chercher les poux sur la tête du président Balakani. Mais moi, je m'en fous d'eux. Je m'en fous d'eux. On est en combat. C'est ça le combat politique. Mais ceux qui sont sincères et qui veulent se battre doivent comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'il n'y a pas trois chemins par rapport à ça. Il n'y a pas. L'Afrique, depuis 60, ce sont les pragmatiques, ce sont les modérés, ce sont les gens sérieux qui ont géré l'Afrique. Qui est plus sérieux que Frébouani? Qui est plus modéré que lui? Il était l'exemple type, les Wad, les Senghor. Mais voilà, vous inventez quoi? Les modérés n'inventent rien. Tout ça, ça produit quoi? Rien. Là où ça marche, c'est là où la radicalité a primé. Je n'ai pas dit radicalisme, hein. La radicalité, c'est-à-dire la vérité. On base son action sur la vérité. Et quand on est dans la vérité, on n'a pas peur d'être seul. On n'a pas peur d'être isolé de temps en temps. Donc voilà. Donc, je me suis battu d'abord. Toutes les libertés qu'il y a au Cameroun. Mais ça, là, ça, notre petite marque, monsieur. Le donneur de leçons, là, qui découvre le combat politique pour certains en 2018, en 2020, c'est bien, hein? C'est pas mauvais. On commence tout quelque part. Mais quand tu commences quelque chose, souviens-toi aussi qu'on commence avant toi. C'est ce que nous on fait quand nous rappelons notre dette envers les prédécesseurs. C'est pourquoi? Donc, ils me font rire. Nous avons posé le terrain. Au Cameroun, aujourd'hui, il est très difficile. Bon, ce n'est pas impossible, hein, mais il est très difficile qu'il y ait un retour en arrière au parti unique colonial. Non, c'est nous nous sommes battus pour qu'il y ait les libertés au Cameroun. La démocratie au Cameroun porte la marque de votre serviteur, à mon niveau. Mais on était avec les Andessé Kané, les Koué Henriette, les Banda Pama, les Célestin Monga, avant qu'ils ne deviennent un fonctionnaire international, tout ce que ça veut dire, tous ces gens-là. On était dans les bien 90, les Lapouons de Banga, tout ça. Les Maîtres Tchungan, à l'époque, les Puy Diawé. Ce sont des compagnons de combat de votre serviteur. Qui peut démentir sur le Cameroun? Donc, on n'a pas de leçon à recevoir. On a travaillé. Maintenant, que les gens profitent de la liberté, mais qu'ils en profitent avec honnêteté et une certaine lucidité, en respectant les points de vue des gens, c'est utiliser le mensonge, le dénigrement pour salir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Mais monsieur le Président, vous dénoncez l'État néocolonial camerounais sous forme de système. Mais cet État néocolonial est incarné par ce régime. Tout à fait. Et que faire donc? Non, que faire quoi? Que faire, c'est de référence, discours du Congrès.
Au Congrès, nous avons fait un discours qui retrace l'histoire du Cameroun. Ceux qui veulent le lire, ils n'ont qu'à chercher à le lire, ils le liront. La réalité est dialectique. L'État du Cameroun, je vais faire simple pour que les gens le comprennent. Quand l'UPC est défait, entre guillemets, par l'assassinat de son dernier chef historique, le grand Ernest Wandje, on est, je crois, en 71, Ahidjo est au firmament de sa gloire, président Ahidjo, paix à son âme. Mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Le président Ahidjo, après avoir appliqué le programme économique de l'UPC, malgré les limites de son volontarisme, va en 72 convoquer le référendum unitaire. C'est l'avènement de l'État unitaire. Voilà M. Ahidjo qui est en train d'appliquer ce pourquoi les DPC sont morts. Et ce pourquoi il a été, maintenant qu'il est mort, j'ai un peu de respect pour sa mémoire, il aurait été l'agent de la destruction de l'UPC. Même si on l'a mis devant et que c'est les Français qui faisaient le travail. Vous voyez comment l'histoire fonctionne? Les voies de l'histoire ne sont pas rigides et linéaires. L'État néocolonial camerounais est dans un processus de mutation historique. En réalité, le Cameroun, c'est un État semi-néocolonial, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il faut approfondir, analyser et l'affiner. C'est un État semi-néocolonial comparativement aux autres. Parce que d'abord, il a fait une guerre d'indépendance. Quand vous faites une guerre d'indépendance, même si vous perdez la guerre, ce n'est pas pareil là où il n'y a eu aucun combat de colonisation. Et suivez mon regard. Suivez mon regard. Dans beaucoup de pays africains, restons polis, parce qu'il y a des gens qui vont se fâcher encore là. Bon, même si, n'importe comment, là, on va se fâcher encore. Parce qu'on ne peut pas éviter ça. Le Cameroun a fait une guerre d'indépendance. L'une des plus grandes guerres. Quand Houphouët-Boigny fait son virage avec la France, au sein du RDA, qui continue le combat, c'est l'UPC. Dans toute l'Afrique francophone, c'est l'UPC qui porte le flambeau. Les gens semblent l'oublier. Donc, deuxièmement, quand vous regardez l'évolution économique du Cameroun, ça ne ressemble pas à d'autres pays qui font l'économie sous visage français. Le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique qui a une base économique où les forces économiques endogènes, c'est la dispute avec le néocoloniat historique. Vous voyez ça? Ça se voit au Cameroun, vous allez voir les magasins, beaucoup de boutiques ne sont pas totalement dans les mains de l'étranger. Il y a une classe d'affaires camerounaise. Elle est néocoloniale, certes, mais elle existe. Le Cameroun, son histoire est particulière par rapport à d'autres colonies. Quand vous voyez la part que le colon avait hier, la part de la France, dans les années 60 à aujourd'hui, oulala, si comparez cette évolution avec d'autres pays africains, c'est-à-dire, vous prenez dès 60 la part du colonat français, si on parle de la France, dans l'économie de ces pays-là, vous comparez aujourd'hui, vous allez voir s'il y a évolution, s'il y a recul ou évolution. Vous venez au Cameroun, faites la part des choses. M. Macron est venu au Cameroun, il a pleuré à Mondovision. Il a demandé aux Français, au lieu de pleurer, battez-vous. Parce qu'on est passé pratiquement d'un contrôle à près de 80% pour être aujourd'hui à pratiquement 10%. Ça se fait dans un pays qui est sous le contrôle de la France. Ça, parce qu'on a quelqu'un qui dit n'importe quoi. C'est possible ça? Dans un pays où la France contrôle tout. Mais ces marges économiques vont grandissant. Ce n'est pas le contraire. Au Cameroun, ces marges économiques vont décroissant, ne font que décroître. Alors qu'on dit qu'il y a un colon qui est au pouvoir, il y a un prof français qui est au pouvoir. C'est une contradiction. Mais ce n'est pas à moi de l'expliquer. C'est aux Antilles bien exprimé de l'expliquer. Moi, je donne les faits. Donc le Cameroun, en fait, c'est un régime semi-néocolonial qui est dans un processus de mutation qui peut basculer soit dans un retour du colon français et du colonial international. Si les Camerounais continuent à faire ce qu'ils font là, si vous avez des leaders aussi corrompus qui sont vendus à l'étranger, mais qui peuvent aussi basculer dans une émancipation définitive. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça qui explique le positionnement du NMP. Nous sommes des UPCistes. Aujourd'hui au Cameroun,
nous sommes les dépressifs les plus en vue. Je me sens responsable. J'ai une dette envers Oumiobe, Wangé et Mounier. Nous devons continuer leur combat. Et leur combat se tient dans des conditions différentes des conditions d'hier. Le monde a évolué, il a changé. Donc, le régime Biya incarne encore ce qu'on appelle l'héritage néocolonial. Mais il incarne aussi les possibilités de changement. Comment vous expliquez ça? Mais je viens de vous le démontrer. Mais Monsieur le Président, on voit la Attendez, situation économique. Nous avons des agrégats qui montrent que la dette a augmenté, les impôts augmentent, la loi de finances et tout ça. Montrez-moi un pays. Le niveau de vie, un pays africain la vie chère, l'inflation. Montrez-moi un pays dans le monde qui n'est pas endetté. Qui est plus endetté que les États-Unis, que vous prenez pour référence. La différence, c'est que comme ils étaient encore forts, ils refusaient de payer leurs dettes, c'est tout. Si le monde change, on mettra les youths à ajustement structurel, on va arracher tous les bijoux de famille. C'est la seule différence. Quel pays n'est pas endetté? Maintenant, il y a une différence entre l'endettement néocolonial et l'endettement classique, organisé par le FMI, la Banque mondiale, qui pour nous participe d'un banditisme international pur et simple. C'est du vol financier pur et simple. Mais ce n'est pas le débat. C'est-à-dire que, si vous voulez revenir, on y reviendra. Pour les pays africains en général, le Cameroun, l'endettement néocolonial. En fait, ce n'est même pas une dette. On nous vole. On pille, on nous vole. Avec la complicité de l'endéocolonial local. Alors, le Cameroun, je vous dis donc, vous dites qu'est-ce qui explique ce que je suis en train de vous dire? Mais ce sont des faits que je viens de vous donner. La part du colonat historique dans l'évolution économique. Regardez, c'est un pays qui a diversifié totalement ses partenariats. Il était l'un des premiers à le faire en Afrique. Un des premiers à le faire en Afrique. Là, un pays qui est sous un partenariat diversifié est différent d'un pays qui est sous un partenariat unique. Ou bien quand le pays diversifie, c'est en fait l'ancien colon qui diversifie. Il faut bien comprendre la nuance. Hein? Parce qu'il y a des pays où c'est l'ancien colon qui diversifie en fonction de ses intérêts. Mais il y a la différence entre un pays où il y a une véritable diversification des partenariats qui fait que les puissances se neutralisent dans un équilibre qu'elles ne gèrent pas, mais qui est plutôt géré par le président de ce pays-là. On est obligé d'approfondir ce que je suis en train de dire. Les gens comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Regardez le cas du Cameroun et comparez-le à d'autres pays. Vous allez voir la différence, elle est nette à ce niveau-là. Et c'est pour des raisons historiques. C'est pour des raisons historiques propres au Cameroun qui font que, je vous dis que c'est une semi-colonie. Et que le président Biya, même à titre, la preuve, je vais aller plus loin, la preuve. Le président Biya, dès les années 2000, avait déjà émancipé la fonction présidentielle du Cameroun de la tuteur de Paris. Très peu de gens le savent. Très peu de gens le savent. D'abord, ça remonte en 2000, Vous dites que le président a émancipé la fonction présidentielle à l'égard de Paris. Ça ne veut pas dire qu'il a changé le Cameroun, non. Il a émancipé la fonction présidentielle. C'est un pas dans la dynamique coloniale et néocoloniale. Pourquoi? Historiquement, les présidents en néocolonie sont des boucs émissaires. Ils ne servent à rien que de couvrir le colon. Le jour où cessez de jouer ce rôle historique, on vous liquide. On vous vend à votre peuple, les Bokassa et consorts ont payé ça. On dit que tu manges la chair humaine. On va me dire que tu as tué tel machin. C'était le travail de la France en Afrique. Jusqu'aujourd'hui, dans les anciennes colonies françaises, où la France est puissante, regardez à quoi c'est le président. Prenez la Côte d'Ivoire. Ouattara, il est président. Alors, ce n'est pas le seul cas. Hein? Donc, le cas du Cameroun, ça a changé au Cameroun. D'ailleurs, d'abord à cause de la bagarre que l'UPC a menée. Deuxièmement, parce qu'à un moment donné, en 1984, quand le président prend le pouvoir, regardez, ouvrez vos yeux, vous allez voir la nuance. Parce que le propre des gens qui gueulent pour gueuler, c'est qu'ils ne maîtrisent pas les nuances. Ils fuient la complexité des détails, où il faut entrer en profondeur, ils fuient ça. Ils se limitent à la surface et ils intéressent les enfants et les jeunes filles. Quand on entre en détail, beaucoup de gens fuient parce qu'ils n'ont pas la capacité d'analyser en détail. Mais quand vous allez en détail, vous allez voir les choses que l'homme pressé ne voit pas. C'est-à-dire le président Biya, quand il arrive au pouvoir en 1984, regardez le coup d'État. La France, à l'époque, a des accords de défense avec le Cameroun. Pourquoi elle n'intervient pas en faveur du président Biya rapidement? Pourquoi? La France fera ça 2 fois. Bakassi, elle fera pareil. Quand il est question d'intervenir, la France dit non, faites l'arbre par l'arbre entre vous Africains. Mais il y a les accords. Parce que la France a beaucoup de pétrole au Nigeria et joue le cinéma. Mais on continue à dire non, c'est le plan des Français. Je vous donne des faits. Allez vérifier. Le Cameroun s'est battu seul, avec son armée. Vous ne sortez pas vainqueur d'un conflit comme Bakassi de la manière que le Cameroun a fait, mais en étant un pion de la France de cette manière.
Le Cameroun doit se défendre par son armée et par le génie diplomatique du président Biya. Bakassi est une référence dans les annales de la diplomatie mondiale. En 1984, qui prend le pouvoir, c'est la guerre entre les factions du régime. D'autres fidèles à l'ancien président et d'autres fidèles au nouveau président. Donc, à l'époque, on dit, ok, d'accord, Biya s'en sort parce que Mitterrand est au pouvoir. Qu'est-ce que Mitterrand fait de concret pour protéger Biya? Allez parler avec l'armée du Cameroun, allez parler avec les militaires camerounais, ils vont vous raconter les événements de 84, de 82, 84. Voilà. Ils vont vous raconter ce qui s'est passé. Vous allez voir à quel niveau la France a intervenu, si elle est intervenue. C'était une bagarre en grande partie interne. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que la succession qui s'est passée au Cameroun est quelque chose encore, aujourd'hui, n'a pas livré tout ça, c'est clair. Le président Biya arrive au pouvoir comment? C'est l'ancien président qui, de manière institutionnelle, pour des raisons que lui seul connaît, perd son âme, je le répète, parce que malgré des accords qui nous opposent, il précise au président Ahidjo, je m'incline devant sa mémoire parce qu'il a fait des choses positives aussi. Et ça, c'est la différence avec les autres, qui voient tout en noir. Le président Ahidjo a fait des choses positives. Moi, le précise qui vous parle. Ahidjo était, pour nous, un quasi ennemi. Mais je m'incline devant sa mémoire. Le temps passant, vous voyez qu'il a fait des choses, le président Ahidjo. Donc, c'est lui qui remet le pouvoir au président Biya. C'est une base constitutionnelle. Bon, si c'était piloté par l'étranger, pourquoi après il y a cette crise qui va s'installer entre les deux? Pourquoi? Vous voyez que c'est une dynamique purement interne. C'est dans un cadre néocolonial, mais c'est une dynamique interne. On voit que le patron colonial ne maîtrise pas très bien ce qui est en train de se passer. Ça se traduit par, c'est-à-dire que le caractère extrêmement dynamique des événements. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. Ailleurs, on fait comme chez Bokassa. On vient, on t'attrape, on parle, tu es en pyjama, on t'amène en France. On ne sait pas si tu vas rentrer. Ce n'est pas seulement en Centrafrique où il y a eu ça. Vous pouvez voir ça ailleurs. Mais là, c'est une dynamique qui, on voit très bien que non, il y a quelque chose qui se passe. Donc, vous voyez très bien que le Cameroun, il ne faut pas l'analyser comme ça, avec légèreté. Vous allez vous casser la gueule. Parce que c'est historique. Il n'a jamais été une colonie, ce pays. Il n'a jamais été une colonie, ce pays. Et je répète, il y a une tradition de résistance au Cameroun qui est terrible. Qui est terrible. Donc le président Biya arrive, et il y a une bagarre dans le camp néocolonial. Les gens dans le camp du parti au pouvoir, pardon, oui, qui est un héritier néocolonial, c'est un fait. Les gens ne mesurent pas les conséquences d'un tel choc. C'est-à-dire qu'il y a une bataille entre une vieille génération et une nouvelle génération. Ça me permet donc d'introduire l'évolution sociologique du corpus humain et institutionnel qui porte l'État camerounais. Il n'est pas un corpus linéaire, il est extrêmement diversifié, fragmenté, avec des lignes de fracture lourdes et puissantes, des lignes de continuité certes, mais des lignes de fracture et de rupture qui font que c'est un magma presque chaotique où des forces différentes s'affrontent, mais dans un cadre néocolonial, que ces forces-là n'ont pas pour mission historique de casser. C'est ça qui explique la particularité du Cameroun. Mais monsieur le président... Attendez. Lorsque la crise économique... Il y a deux faits majeurs qui frappent le Cameroun, deux faits majeurs. Le président Ahidjo, lors de la guerre du Biafra, vous vous souvenez? Vous étiez très jeune, la guerre du Biafra. Le Biafra, c'est une guerre organisée par De Gaulle pour démembrer le Nigeria. Ahidjo, qui est déjà un pion historique de la France, dit niet. Il dit que le Biafra n'aura pas de base au Cameroun. La France ne passera pas par le Cameroun. Bongo avait joué le jeu. Ils ont joué le jeu, ils étaient dans le jeu. Et Ahidjo a dit non. C'est la base de quoi? On ne se lève pas un matin pour dire non à la France dans un tel conflit. Non. Parce qu'une des particularités du néocolonialisme, c'est que les États sujets sont obligés d'obéir aux injonctions de l'État patron. Mais un dossier aussi crucial pour la France, Ahidjo a dit non. Et les gens ne savent pas qu'Ahidjo a échappé à des coups d'État. Le président Ahidjo a échappé à des coups d'État. Les gens oublient ça. Il a dit non. Il a dit non.
Même déjà sur Aïdjo commençait déjà à diversifier, il a commencé à amorcer la diversification des partenariats parce qu'il a commencé à regarder du côté des Arabes, par exemple. Oui, des Arabes. Il a commencé à regarder de ce côté-là. Ça ne plaisait pas à la France. Qu'est-ce qui est arrivé à Selucam? Selucam, c'est une grosse entreprise industrielle du Cameroun qui devait se charger de faire la pâte à papier. Ça a été saboté complètement. Ce n'est pas le seul cas. Regardez la raffinerie qu'on nous a donnée. Mais vous ne faites pas ça à votre pion. C'est-à-dire que si quelqu'un est pion et qu'on est obligé de saboter ce projet, ça veut dire que le projet là quand même ne plaise pas à son patron, ce qu'il a commencé là. Donc, pourquoi je vous rappelle ça? Je vous rappelle ça pour que vous compreniez que la complexité du cas camerounais qui font qu'il ne faut pas l'aborder n'importe comment. L'évolution de l'État camerounais, c'est l'évolution d'un État qui a ses propres, je vous ai dit, est travaillé par deux forces, n'est-ce pas, historiques, la force patriotique, nationaliste, panafricaniste, internationaliste incarnée par l'UPC, révolutionnaire, j'allais dire, et la force réactionnaire que la France a mise en place. La dynamique de ces forces-là font que l'État camerounais est dans une évolution qui paraît imprévisible pour certains. Et tout ça est travaillé par les bases économiques du pays. Si vous avez une économie néocoloniale qui ne peut pas financer son infrastructure institutionnelle, ou bien sa superstructure institutionnelle, pour parler comme Karl Marx, vous entrez dans des phases de crise grave. Le Cameroun a connu ça à partir des années 80. Même pas à partir des années 70, 75. L'économie du Cameroun entre en crise. Les gens ne le savent pas. C'est seulement géré, mais ça entre en crise. Ça va s'accélérer avec l'arrivée du président Biya au pouvoir. Le président Biya se trouve au pouvoir. Il doit gérer un héritage néocolonial qui n'a même plus les moyens de se financer. Est-ce que vous vous rendez compte? L'héritage néocolonial n'a même plus les moyens de se financer. Ça ouvre la porte à deux choses, mesdames, messieurs. Deux choses majeures. D'ailleurs, l'une des raisons fondamentales du départ d'Aïdjo au pouvoir, les gens ne le savent pas, c'est cette économie du pays. Hein. Les gens ne le savent pas. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici parce que ça relève encore les secrets d'État, mais ça va être connu. Pas pour longtemps encore. Aïdjo se rend compte très tôt que le système qu'il a mis en place là n'a plus ses bases économiques ne tiennent plus. Parce qu'il est au fait d'un ensemble d'informations au niveau de l'économie mondiale et de l'évolution de l'économie mondiale. Le président Biya, moi je rappelle toujours aux gens ceci. Le président Biya, que les gens parlent beaucoup d'Aïdjo, mais ils oublient. Le président Biya est l'un des acteurs majeurs pour voir d'Aïdjo. Donc les succès d'Aïdjo sont aussi les siennes. Et les gens semblent oublier beaucoup de ça quand les gens parlent. Le président Biya a été un des plus grands collaborateurs du président Aïdjo. Et je rappelle aux gens que Aïdjo, alors le président du pouvoir nous a dit, c'est le meilleur de tous, il me dit votre confiance. Donc on ne peut pas être plus pluraliste que le roi. Les Aïdjoïstes doivent être fidèles à la parole d'Aïdjo. Mais monsieur le président nous a dit rigueur et moralisation. Attendez. Mais on ne le voit pas. J'arrive. Les Aïdjoïstes ne doivent pas être pluralistes que leur patron. Leur patron a dit, il mérite la confiance de tous. Il a été un des plus grands collaborateurs d'Aïdjo. Donc il était aussi au fait des informations. Qu'est-ce que je veux démontrer? C'est que, on dit ça, une architecture institutionnelle dans un pays ne tient que si elle a les moyens de se financer. Ça, c'est la base même d'un État. Un État a un train de vie qu'il doit financer. Si à un moment donné, le train de vie de l'État n'est plus finançable, il se passe quoi? Une fracture va s'opérer au sein de l'État. Pourquoi? Parce que quand un État n'a plus les moyens de se financer, il y a des parties de l'État qui vont subir des ajustements. Vous voyez qu'ils seront contents. Les fractures vont se créer. Donc en 82, 84, en montant jusqu'à 90, l'État néocolonial camerounais n'a plus les moyens de se financer. Alors, il y a deux choses. La France dit allô au FMI. Mais quand les gens vont au FMI, à partir de ce moment-là, l'État camerounais est obligé de réfléchir aux alternatives dans le cadre néocolonial pour se financer et s'auto-reproduire. C'est ça qui ouvre la porte à la diversification des partenariats. Alors, le président camerounais va s'émanciper de la fonction présidentielle comment? Il va l'émanciper comment? Je vais vous répondre rapidement à ce niveau-là. C'est qu'à un moment donné, à la suite d'un ensemble d'évolutions géopolitiques mondiales, et particulièrement lors de la guerre de l'Irak, le Cameroun, le président Biya, avec le génie qui lui est propre, en silence, va comprendre ici il y a une occasion de s'émanciper de la tutelle française. Et il va en profiter. La guerre entre la France et les États-Unis, dans le cadre de la guerre en Irak, va donner au président camerounais l'occasion de s'émanciper. Il va entrer dans... C'est-à-dire, il va s'émanciper de la tutelle française,
Parce que la position du Cameroun va lui créer un boulevard international qui va au-delà de la France, qui va aller jusqu'au niveau du cœur même de la géopolitique mondiale, à savoir les puissances pétrolières, les puissances, le complexe militaro-pétrolier, tout ça américain. Il va s'émanciper de la France à ce moment-là. C'est une émancipation personnelle. Ce n'est pas une émancipation du Cameroun, mais c'est déjà un pas, c'est un grand pas, qui lui permettra de manœuvrer mieux que d'autres présidents africains. Et après, il va aller faire un partenariat stratégique avec la Chine. C'est l'un des premiers chefs d'État africains qui va faire un partenariat stratégique avec la Chine. Le document s'est écrit de manière claire avec la Chine. À partir de là, il commence à diversifier les partenariats, il commence à émanciper la fonction présidentielle. Donc, et ça, c'est une évolution qu'on ne comprend pas l'État camerounais si on fait semblant de ne pas voir. Si on n'est pas en mesure de voir cette évolution, qui est tectonique, et qui va se traduire par sa capacité à ne pas renouveler les accords secrets de coopération, à créer une armée, à poser un ensemble d'actes qui font que, pas qu'on le veuille, qu'on l'aime ou pas, les faits sont clairs. Le président du Cameroun, le taxer de pion français, c'est de l'enfantillage. Monsieur le Président, vous étiez en train de développer l'émancipation de la fonction présidentielle au Cameroun, Oui. qui a été le génie politique du président Paul Biya. Mais Monsieur le Président, vous avez donné une description dans laquelle on peut avoir l'impression que le Cameroun bouge, mais de manière apparente, on a l'impression que c'est statique, ça stagne. Pourtant, on voit en Afrique de l'Ouest des pays de l'AES où la dynamique panafricaniste monte en puissance. Et c'est l'une des choses que l'on vous reproche, d'essayer de blanchir quand il s'agit du Cameroun. Mais vous êtes prompte à être très dynamique quand il s'agit des pays de l'AES. Bon, c'est une excellente question qui me permet de clarifier un ensemble de choses pour ceux qui font semblant de ne pas voir. Parce qu'ils font semblant de ne pas voir. D'ailleurs, ils m'ont dit, ils ne me parlent jamais du Cameroun. Mais toute ma vie, je n'ai fait que parler du Cameroun. Comment quelqu'un qui est allé plusieurs fois en prison au Cameroun ne parle pas du Cameroun? Nous parlons du Cameroun. Bon, maintenant, si on trouve qu'on ne parle pas du Cameroun, mais que d'autres parlent. Et ils parlent, non? Bon. Donc, ça contrebalance. Il y a un équilibre des paroles, non? C'est les paroles. Il y a un équilibre des paroles qui font que, bon, si la parole est plus puissante que la nôtre, ils vont gagner. Donc, on ne peut pas se plaindre qu'ils ne parlent pas. Je répète encore, je dis, si vous voulez que Balakani parle du Cameroun, c'est que vous estimez que ma parole dépasse la vôtre. Parce qu'à partir du moment où chacun peut parler, moi, je ne parle pas du Cameroun, parlons comme eux. Hein. Vous parlez, où est le problème? C'est équilibre, non? Et ça annule même ça. Donc, mes paroles sont annulées par les paroles de ceux qui parlent. Est-ce que moi, je me plains des gens qui ne parlent pas de leur pays et qui ne sont pas africanistes? Moi, je ne me plains pas. Parce que ce n'est pas sur le niveau du débat panafricaniste. C'est pas sur le niveau du débat panafricaniste. Mais maintenant, si vous voulez qu'on entre dans ça, moi, je fais la logique. Je fais le tournement logique que je fais. Hein. Si Balakani parle et que d'autres disent le contraire de ce que je dis, nos paroles sont censées s'annuler. Si votre parole est puissante, elle va renverser la mienne. Parlez du Cameroun. Moi, qui parle du Cameroun? Mais on ne dit pas un panafricaniste, pourquoi tu ne parles pas de ton pays? Un panafricaniste parle de tous les pays africains quand il veut, comme il veut. C'est ça la base du panafricanisme. C'est un reproche qu'on vous fait. Quand il s'agit du Cameroun... C'est un reproche qui n'est pas sens. D'abord, nous parlons du Cameroun tous les jours. Et quand nous parlons du Cameroun, ils font semblant d'être entente. Le discours du Congrès, c'est un discours où nous avons caressé le pouvoir. Mais pourquoi ils ne vont pas lire ce discours? Ce que vous avez dit là concernant le Cameroun, dans mon discours au Congrès, je le dis. Même plus que vous. Je décris la situation du Cameroun. Mais on ne chante pas une situation en la décrivant seulement. Une fois qu'on la décrit, on engage le processus de la transformation de la réalité. Et à partir de ce moment-là, on va faire la différence entre parler facilement sur un plateau de télé ou cacher derrière son portable et la bataille politique. Et c'est ça qui me distingue des autres. Je répète encore, au Cameroun, je suis un opposant. C'est incroyable. Et ils font comme si j'étais au pouvoir. Au Cameroun, je suis un opposant. Mais je suis un opposant qui soutient le président dans les conditions camerounaises pour mieux combattre et dévoiler l'endocolonial camerounais. Et l'endocolonial du Cameroun me renvoie ça très bien. Vous étiez au Congrès, non? Si. Vous n'avez pas vu un membre du comité central au Congrès vous dire certaines vérités en direct concernant mon entrée au gouvernement? Si, Il ne vous a pas dit ça? Hein? Mais alors? Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? C'est bien que ça vienne de lui, moi je ne l'ai pas envoyé pour faire ça. Mon ami Evincom. Moi je ne l'ai pas envoyé pour faire ça. Mais si on vous donne un poste il n'est pas le premier. vous allez entrer? Nous ne répondons pas à ce genre de débat. Le poste, ce n'est pas
C'est pas la politique, c'est quoi de vous donner un poste? C'est moi la tête d'un mouvement panafricaniste et notre démarche politique, que ce soit un poste ou une fonction, dépend des intérêts de ce mouvement-là. Ce sont les intérêts de ce mouvement qui vont déterminer notre démarche. Un poste, c'est quoi? Tous les Camerounais, en termes de poste, on s'en fout. Moi, j'ai vu sans les postes depuis combien d'années? Vous avez dit que je porte les belles vestes. Alors, il y a une vie en droit du pouvoir. Il y a une vie en droit du gouvernement camerounais. Et je vis bien. Franck Fanon a dit, je lutte, donc je vis. Et moi, je dis, nous luttons et nous vivons bien. Parce que si je mettais les sales vestes, ils m'insulteraient. C'est leur travail. Ils devaient m'insulter. Maintenant, je porte les belles vestes. Ils commencent à dire que c'est le pouvoir qui me donne l'argent. On voit très bien que c'est de la mauvaise foi. La mauvaise foi. Donc, pour revenir, pour être plus sérieux. Donc, nous parlons du Cameroun tous les jours. Nous faisons des émissions tous les jours. Je suis sur les plateaux locaux toutes les semaines pour parler du Cameroun. Donc là encore, c'est de la mauvaise foi. Maintenant, pour revenir donc à la question que quand c'est le Cameroun, je blanchis, c'est faux, c'est qu'une illusion. Les pays de l'Est ne peuvent pas être la référence. Parce que hier, ils étaient où ces pays-là? D'abord, ce sont les enfants de la révolution camerounaise. Nous devons travailler pour ça, non? Ce n'est pas une injure que de rappeler que quand on était au feu du combat panafricaniste, beaucoup de ces pays-là étaient où? Ce n'est pas les insulter. Parce que vous m'obligez de... Je dois vous répondre. Et les gens font semblant. Voilà. Les gens découvrent l'AS. Ils sont contents. Le Mali, l'AS. Mais la plupart des gens qui parlent maintenant, là, ils insultaient ces pays-là hier. C'est parce que la France a perdu que vous voyez ce retournement de veste. Quand c'était chaud, où étaient tous ces gens qui braillent? Ils étaient où? Nous, on était le seul au front. Je le dis, seul au front. Je dis bien seul au front. Et ça, personne ne peut le contester en Afrique. Je dis, personne ne peut le contester en Afrique. On était au front. Lorsque, par exemple, nos amis maliens signent, accueillent François Hollande dans la fête, je suis Afrique Média matin pour dénoncer ça et dire que ce n'est pas possible ça. Et il y a beaucoup de mes frères à l'époque maliens qui m'insultaient. C'est un passé triste, il ne faut pas réveiller ça. Mais tous ces gens qui font ça, veulent aussi nous mettre en porte-à-faux avec l'AES. Ils font ça exprès. Ils veulent créer des conflits comme ça. C'est un jeu dans lequel la France est très rodée. Donc, les pays de l'AES hier, quand ils étaient encore en phase avec le colon, le Cameroun était où? On avait déjà posé les bases du combat panafricaniste, monsieur. On avait déjà posé ces bases-là. Et je le dis, le président Biya ne nous a pas persécutés. Le président Biya avait les moyens d'État pour éteindre le combat panafricaniste au Cameroun. Il avait les moyens d'État de le faire. Je me souviens rappeler qu'à une certaine époque, la France serait venue nous enlever ici, amener en France. Qui aurait blanchi? Pas les bavards d'aujourd'hui. Ils auraient dit, voilà une bande d'idiots. Ils sortent même de d'abord. Qui se lève à terre, disent qu'ils veulent. Jusqu'aujourd'hui, allez voir les thèses des profs français africains. Ça fait pleurer. Mais ils sont qui vous parlent à la France. La France, c'est quand même un grand pays. Ce sont des Français à la peau noire. Ils défendent la France plus que la France. Si le combat n'est pas réussi, qui serait avec l'AES aujourd'hui? Où les Africains mourir pour une cause? Ils sont très peu à faire ce genre de travail. Nous, on a fait des révolutions maliennes sur le produit du combat panafricaniste. C'est incontestable. Et dans ce travail-là, le Cameroun et le président Biya n'a pas empêché. Il aurait pu tuer ce combat ici au Cameroun. Il n'a pas tué. On a fait ce travail. Donc, et qu'est-ce que vous savez? Vous savez, l'évolution de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, moi, ça me fait toujours sourire. Ça fait toujours sourire. Et c'est lié. Hein. Vous allez voir l'évolution de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest au temps d'Houphouët et de Oumyobé. Au temps d'Houphouët et Oumyobé, Houphouët, qui est le père de l'Afrique de l'Ouest, entre autres, qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Parce qu'au départ, c'était un patriote. Hein. C'était un grand, au départ, c'était un patriote panafricaniste. Oui, il faut le dire. Mais les Français l'ont secoué 2 fois, comme ça, il a tourné le dos. Et il a abandonné Oumyobé. Oumyobé a continué le combat. Il faut que je rappelle ça. L'UPC continue le combat quand toute l'Afrique de l'Ouest est sous la botte de la France. Et les gens rient. L'UPC continue le combat. C'est l'assassinat de Netwandi sous Aïdjo. Alors, ça évolue, vous allez voir une chose, c'est que, regardez l'évolution des deux. Dans quelle zone de la France, quand la France fait la réforme du franc CFA, première réforme, c'est pour favoriser qui? Allez voir les archives. L'Afrique de l'Ouest, pourquoi? Parce qu'elle est plus à l'aise en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Oui. C'est-à-dire que la situation des Blancs français en Afrique de l'Ouest, à Abidjan par exemple,
est favorable à une évolution du franc CFA, où on fait semblant... Mais Monsieur le Président, est-ce qu'on ne peut pas dire que parce que là-bas, il y a de la démocratie, l'alternance, la libre circulation, en Afrique centrale, il y a des régimes gérontocrates qui s'accrochent au pouvoir. Il y a la démocratie, il y avait la démocratie sous Houphouët-Boigny. Vous êtes sérieux? Ok. Revenons donc sur cette libre circulation qu'on a tant vantée. J'ai ferraillé avec mes amis de l'Afrique de l'Ouest sur cette question pendant très longtemps. Et on me traitait d'anti... Qu'est-ce que j'ai pas entendu quand je leur disais qu'il n'y a aucune avancée en Afrique de l'Ouest et que l'intégration, là, c'est une intégration néocoloniale, c'est pire que la non-intégration. Il y a les archives, hein? Il y a les archives. Je leur disais que contrairement à ce que vous pensez, l'Afrique centrale est plus avancée que vous. Mais il a fallu que les crises arrivent. Il a fallu que les crises arrivent. Dès que le modèle franco-oufouettiste s'est effondré, rattrapé par la réalité du capitalisme, il s'est passé quoi? Alors, la fanfaronnade consistant a dit que la CEDEAO, c'est de la libre circulation des biens et des marchandises. Qui peut encore parler de ça aujourd'hui? Qui peut encore oser dire de telles bêtises? Si un esclave circule dans les plantations, c'est la libre circulation. Mais je vous pose la question. Si un esclave circule, les esclaves, ils circulent dans la plantation. C'était la libre circulation des biens et des personnes. On a vu maintenant, les faits sont là. Regardez comment en Afrique centrale, on gère les crises. Il y a eu un coup d'État au Gabon. Il y a eu une succession de pouvoirs au Tchad qui n'arrangeait pas beaucoup de personnes. Mais comment ça a été géré? Il y a toute la différence. En Afrique centrale, le Cameroun porte le fardeau de ses pays voisins. Allez demander au président Touadéra ce que le président Biya a fait pour la Centrafrique. Et ça, il faut que je me taise parce que j'ai peur des petits tintins qui viennent brailler des réseaux sociaux. Allez demander au président Mahamat Déby ce que le président Biya a fait pour le Tchad. Ça aussi, il faut se taire parce que j'ai peur des petits tintins qui vont venir crier là, les réseaux sociaux. Moi, on ne me ferait pas. Hein. On ne me ferait pas. On fait semblant souvent de certaines choses, mais ils peuvent m'effrayer. On ne ferait pas. Ils n'ont pas d'argument, ils racontent des histoires. Le président camerounais, allez demander aux présidents africains de l'Afrique centrale ce que le président camerounais fait pour la sous-région. Même pas seulement l'Afrique centrale. Tous les présidents africains vont vous dire qui est le président Biya. Allez demander, ils vont vous dire. Donc ce sont des faits. Nous, on ne parle pas des émotions, on parle des faits. Donc, et en Afrique centrale, revenons là-dessus pour faire la différence avec l'Afrique de l'Ouest, quand on parle. L'un des principes majeurs du système néocolonial, c'est que le patron français ne va pas en première ligne souvent quand il faut faire certaines opérations. Il mandate les États sous-traitants d'aller agir à sa place. Et vous ne discutez pas. Regardez l'Afrique de l'Ouest. À partir de quel État on déstabilisait d'autres États? La Côte d'Ivoire, pas seulement. Le Sénégal. Ils sont pleins là. Bon. A-t-on déjà déstabilisé un pays en Afrique centrale en partant du Cameroun, alors qu'il est le patron de la sous-région et il est censé être dirigé par un pion de la France? C'était un seul pays d'Afrique centrale qu'on a déstabilisé à partir du Cameroun, sur l'injonction de la France. Même Swahili Joe, il a dit niet. Niger et Afrique de l'Ouest. Mais Houphouët-Boigny et Bongo mangeaient déjà dans la sauce française. Citez-moi un seul pays d'Afrique centrale que la France a déstabilisé à partir du Cameroun. Voilà les critères objectifs pour analyser le rapport de force entre le coloniat historique et les évolutions qu'il y a dans une néocolonie. De quoi est-ce qu'on parle? Quand la France va utiliser feu maréchal Déby à l'époque pour déstabiliser l'Afrique centrale, en déstabilisant la Centrafrique, quel est le rôle du président? Quelle était la position du président Biya? Le président Biya s'est opposé aux puissances étrangères à la France, en refusant d'accueillir au Cameroun Dotodja, pion de Paris, protégé par Déby. Le président Biya dit il n'entre pas au Cameroun. Et le président a maintenu au Cameroun Bozizé ici pendant des mois. Lors du grand sommet sur la sécurité maritime à l'époque, en son temps, à l'époque, où on voulait par là légitimer Dotodja. L'Amérique, la France, l'Union européenne ont fait pression pour que le Cameroun reçoive Dotodja. Le président Biya a dit il n'entre pas chez moi. Allez vérifier. Et lorsque le président Déby s'est rendu que la France l'a trompé, parce que la France lui a dit Boko Haram, le président Biya, c'est 6 mois, il va tomber. Quand au 6e mois, le président Biya n'est pas tombé, Déby est revenu dans les bons sentiments. Il est venu à Yaoundé ici à 17h et le président va faire un discours. C'est public. Nous saluons notre frère qui a retrouvé les voies de la concertation. Vous avez déjà vu un président pion de Paris recevoir le président français et dire devant lui que ne Dieu pas au pouvoir qui veut
Mais Dieu qui peut. C'est possible ça? Le président Biya l'a fait. Je ne parle pas de son discours en 82 qu'il prend le pouvoir. Première visite, c'est où? En Allemagne. Ce sont les petits Tintins là. Ils ne comprennent pas ce que veut dire pour un président camerounais qui n'a pas d'aller en Allemagne. Ils ne savent pas. Mais nous, Camerounais, qui connaissons le Cameroun, nous savons ce que ça veut dire. Et ça a coûté cher au président Biya cette visite. La France n'a pas toléré ça. Et ils sont allés verrouiller avec Helmut Kohl, créer les conditions pour paralyser le Cameroun. Il fallait se renseigner. Donc, ce n'est pas une affaire d'émotion. Les anti-biaistes primaires, ce n'est pas en diabolisant dans les réseaux sociaux qu'ils vont avancer. Hein. Ils n'avanceront pas. Donc, il faut des arguments. Moi, je donne des arguments. En Afrique, regardez Roko Ouattara joue en Afrique de l'Ouest à l'heure actuelle. Regardez. Et il y en a qui me disent que non, quand c'est Ouattara, tu cries fort. Mais Ouattara, on doit crier fort contre Ouattara parce que c'est la plus grande catastrophe du continent africain. Et des gens qui osent dire qu'ils pensent qu'ils ont un cerveau là, ils osent nous critiquer quand on attaque Ouattara. Un Africain normal peut dormir tranquille qu'il voit Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Rien d'Africain normal peut dormir tranquille en voyant Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et une fois de plus, nous sommes le seul en première ligne encore contre Ouattara. Ce n'est pas le fait du hasard. Et Ouattara doit chercher des arguments. Lui et ses pions, et Paris, pour essayer de nous déstabiliser. Et qu'est-ce qu'ils font? Des arguties primaires comme ceux-là. Ils parlent, quand c'est Ouattara, ils crient fort. Mais dans un continent sérieux, on s'organise tous pour chasser Ouattara du pouvoir, monsieur. On masque notre lâcheté derrière des critiques de ces gens qui n'ont même pas de sens. Dans quelle partie du pays, dans quelle partie du monde on peut accepter un tel monsieur au pouvoir dans un pays? La sous-région se laisse organiser pour le chasser du pouvoir. Mais quelle sous-région? Quelle sous-région? Dont les faits sont là. Le panafricanisme s'en fout des sous-régions. Le panafricanisme ne respecte pas les frontières héritées de la colonisation. Il tient compte de ces frontières, mais ces frontières ne déterminent pas son action. Sauf à ne pas savoir ce qu'on fait. Donc, que les gens qui parlent d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale aient d'abord rectifié leur langage. Moi, ces frontières ne m'engagent pas. Elles existent, oui, mais elles ne m'engagent pas. Quand je parle de l'Afrique, nous avons nos frontières à nous. Et elles existent avant ces frontières. Nous, on parle de là. Et les travaux des plus grands anthropologues et scientifiques africains, dont Cheikh Anta Diop, ont démontré que l'Afrique, c'est une culture, c'est la même histoire. Donc, moi, j'appartiens à tous les pays d'Afrique. Et ces pays-là, moi, j'en parle comme étant mon pays. Que les mêmes gens-là aient fait les critiques aux impérialistes qui ont confisqué l'Afrique depuis des siècles. Et ils sont là, ils justifient l'impérialisme avec des arguments de quartier. Mais monsieur le Président, restons toujours en Afrique de l'Est Oui, et à l'Afrique de l'Ouest. Le pays qu'on appelle le Sénégal a connu tout récemment une alternance. Tout à fait. Et leurs principaux dirigeants se revendiquaient du panafricanisme. Et on a longtemps vanté que le Sénégal parle au Cameroun. Et qu'au Cameroun, les panafricanistes s'accrochent à un vieillard qui veut s'éterniser au pouvoir. Ouais. Et eux, ils ont réalisé l'alternance. Bon. Pourquoi l'alternance s'effraie-t-il au Cameroun? Ça ne ferait pas. L'alternance, ce n'est pas avec la bouche. L'alternance, ce n'est pas avec la bouche. Son quoi chasser Macky Sall du pouvoir? Il l'a battu dans le cadre politique sénégalais. Alors, au Cameroun, il y a un cadre politique. Allez demander à ceux qui ne dorment pas sans rêver l'alternance, pourquoi ils n'arrivent pas à renverser le vieillard sénile? C'est tout. Moi, il faut être froid par rapport à ces choses. Les gens refusent d'être sérieux. Mais Paul Biya, vous dites que bon, ok, il est vieux. Chassez-le. Est-ce que moi j'ai l'impression que je chasse Biya? J'ai dit que moi, j'ai combattu le président Biya pendant longtemps. J'ai compris que ce n'était pas la priorité. Que ce n'était pas ça le problème du Cameroun. Les forces matérielles qui maintiennent l'infrastructure néocoloniale en Afrique en général et au Cameroun vont au-delà de vos petits présidents là. Ça fait même rire quand j'entends des choses comme ça. Vous croyez qu'il y a un vrai président en Afrique? Vous êtes sérieux? Le président Biya lui-même s'est battu pour être président parce qu'il a sa longévité a servi à ça. Mais il n'a pas fini. Hein? Il n'a pas fini. Donc, quel président africain a le pouvoir au réel? Le pouvoir, il veut dire que vous avez une monnaie. Vous décidez le matin de faire ceci en économie, vous la faites. Vous êtes souverain. C'est tellement un seul exemple en Afrique où il y a un président. Surtout ceux qui sont élus par le ciel et la terre. Mais président... Leur cas est encore plus grave. Alors, moi, je ne fuis pas la question. Le cas du Sénégal,
Il y a des gens qui disent, oui, quand c'est Diomaye et Sonko, le président parle au fort. Je rappelle à ces gens-là que j'ai soutenu Diomaye et Sonko. Ils n'ont pas honte de faire semblant de ne pas voir ça. Ils n'ont pas honte. C'est malhonnête de me faire un tel procès. J'ai soutenu Diomaye et Sonko contre Macky Sall. Je voudrais rappeler à ces Sénégalais qui parlent comme ça que Macky Sall, par ses réseaux camerounais, a tout fait pour nous approcher. À coup de millions, nous avons refusé. Je n'ai pu prendre l'argent là. Nous sommes à Mondo Vision, président. Bien sûr, c'est évident, non? Parce que je n'ai pas mes choses dans les... Je n'ai pu prendre cet argent. J'ai refusé de me joindre à l'entreprise de soutien à Macky Sall. J'ai refusé ça. J'ai soutenu Diomaye et Sonko. Mais c'est un soutien critique, et je l'assume, parce qu'ils ne sont pas des panafricanistes. C'est tout ce que je me pose à eux. Ils peuvent dire qu'ils sont ce qu'ils sont, mais pas dire qu'ils sont panafricanistes, parce qu'ils ne le sont pas. Il est très difficile d'être au Sénégal, à la tête d'un État sénégalais, d'être panafricaniste. C'est difficile. Voilà dit qu'il en était un. Il a écrit un livre, Un destin pour l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement? C'est lui qui allait en Libye, à Benghazi, demander qu'on chasse Kadhafi du pouvoir. Alors que Kadhafi l'a nourri, qu'il était abandonné par tout le monde. Kadhafi l'a soutenu. Non, les choses sont claires. Qu'est-ce qui m'oppose à mes frères sénégalais? D'abord, première opposition, c'est quoi? C'est que, du point de vue sénégalais, on peut changer l'Afrique par les alternances au pouvoir. Première opposition. On peut changer l'Afrique par les alternances au pouvoir. J'attends les preuves. On est déjà à la 300 millième alternance au Sénégal. Aucun changement. Donc, il faut qu'on discute sérieusement. Nous, on dit que ça ne peut pas ça. Deuxième chose qui me pose à mes frères sénégalais, le refus d'admettre la fonction historique du pays telle que fabriquée par le colon français et qui détermine la position de l'État sénégalais, pas du peuple sénégalais, de l'État sénégalais dans les crises africaines. Ça aussi, on peut nier ça. Alors, à partir de ces deux marqueurs majeurs, je tire comme conséquence le fait que Sonko et Diomaye ne peuvent pas être différents en grande partie de Macky Sall et de leurs prédécesseurs. C'est tout. Et que le système, j'appelle ça système sénégalais, ça dure plus de 300 ans. C'est Wade qui l'a dit. Ils ont aussi incité Abdoulaye Wade. Wade dit que les Sénégalais sont des Français. Et qu'ils apprennent les mêmes choses à l'école, tout. C'est Wade qui le dit. Il y a la vidéo, je vais vous la montrer, je l'ai dans mon téléphone, la vidéo est là. La preuve, tous les présidents sénégalais qui ont le pouvoir, ils vont où? C'est le hasard. Senghor est mort où? Il était où? Wade habite où? En France. Macky Sall, qui lui a trouvé le travail après le pouvoir? Monsieur Macron. Un enfant. Un enfant. Alors, donc, vous voyez, les choses sont claires. Ce n'est pas le fait du hasard. Maintenant, que Sonko et Diomaye viennent dans une démarche stratégique différente de Macky Sall parce qu'ils ont de nouveaux parrains américains, qu'est-ce qui change? C'est fondamental. Puisque ce n'est pas le fait de changer le parrain qui est mauvais. Mais c'est que tu changes le parrain, pourquoi? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Regardez leur position. Nous savions que l'arrivée de M. Sonko et le Diomaye au pouvoir devait être instrumentalisée au-delà d'eux-mêmes par les puissances impérialistes pour vouloir discréditer et attaquer le panafricanisme. Nous, on le sait. Et il fallait faire quoi? Planter les mains et se taire parce que j'ai peur de devenir impopulaire auprès de certains Sénégalais. Eh bien, je le suis. Mais les faits disent quoi? Qu'est-ce que les faits disent? Il y a longtemps que le Sénégal ne parle plus au Cameroun. Vous savez pourquoi? Ceux qui ont voulu utiliser le nouveau pouvoir de Diomaye pour dire que le Sénégal parle au Cameroun, c'est eux qui ont honte. Allez demander pourquoi ils se taisent. Hein. Moi, je suis là, il n'ai pas bougé. Hein. Moi, j'ai dit que le Sénégal ne parle pas au Cameroun, que nous, on parle au Sénégal depuis longtemps. Ils ont dit le Sénégal parle au Cameroun. Ça va durer 2 jours, mais là, ils ont honte de dire ça. Allez les voir. Parce que les faits sont têtus. La vérité est têtue. Mais monsieur le Président. Qu'est-ce que je reproche au Diomaye? Je viens de vous le dire. On dit quand c'est Diomaye, parce qu'il fallait qu'on parle de la visite du président Biya en France. Moi, je fais aucune question. Hein. Lorsque le président Diomaye arrive au pouvoir et le président Sonko, rupture. Il y a 2 dynamiques claires. Que des présidents arrivent au pouvoir sans rompre avec la France, ce n'est pas ça qui pose un problème au président Badakani. La preuve, je soutiens beaucoup de présidents qui sont encore avec la France. C'est pas vrai ça? Mamad Déby a-t-il rompu les accords avec la France? Qu'il a défendu plus que le président Badakani. Et à juste titre d'ailleurs, il avait raison. Le président Touadéra, il va en France tous les jours. Pour autant, va-t-on dire qu'il n'est pas un panafricaniste? Les présidents d'Afrique de l'Ouest, puisque certaines personnes découvrent l'AES, alors nous parlons, ont-ils quitté le franc CFA?
président Tchani, le président Assimi Goïta. Assimi Goïta, Traoré. ont-ils dénoncé le franc CFA? Qui peut dire qu'ils ne sont pas panafricanistes? Oh, bon sang. Il y a des contradictions secondaires, les contradictions primaires, les contradictions principales. Quand on ne sait pas faire la nuance, quand on ne sait pas articuler sous un palier les contradictions principales et les contradictions secondaires, on tombe dans les histoires d'enfants comme ça. Le débat n'est pas à ce niveau. Moi, je regarde quelles sont les démarches fondamentales d'un président. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas qu'elle est apparue ou pas. Les hommes de d'État amènent les gens souvent à faire des voyages. Et en passant en géopolitique, il n'y a pas d'ennemi éternel. Il n'y a pas l'émotion. Aujourd'hui, on a un gars avec la France, demain, ça peut changer. Si la France évolue, ça change. Une circonstance géopolitique mondiale peut basculer les choses. Il faut faire attention. Donc, en géopolitique, il n'y a pas d'ennemi éternel. Il ne faut pas que les gens... Nous ne sommes pas dans des positions idéologiques figées. Nous ne faisons pas de l'idéologie. Non, non, non. Le panafricanisme est une idéologie, mais malheur a une tactique, une stratégie qui s'enferme dans l'idéologie. Vous allez vous buter parce que les faits bougent. On est en mouvement dans le monde. Donc, est-ce que pour autant on va dire, le général Tchani, le président Assimi Goïta, le président Traoré, ne sont plus panafricanistes parce qu'ils ne sont pas encore quittés du franc CFA? Non, non, on sait. J'ai dit à Afrique Média depuis très longtemps. Et les gens qui n'ont jamais combattu le franc CFA et qui attendaient que la France nous tue pour venir dire qu'on avait dit que ce sont des aventuriers. Maintenant qu'on n'est pas mort, ils font semblant de combattre le franc CFA. Je leur ai dit qu'on ne sort pas du franc CFA sans détruire le dollar. Je pense que les archives existent. Les archives existent. Le franc CFA est déjà mort. C'est clair. Ça se voit. Même le Wacron, là, le Ouattara Macron, ça ne marche pas. C'est mort. Et les pays africains, engagés à fond dans le monde multipolaire, c'est là-bas où il y a la solution pour sortir du franc CFA. En attendant, les dirigeants manœuvrent. Les dirigeants manœuvrent. Et Bandakani comprend ça. J'ai ce débat avec notre grand pionnier, Nicolas Abourou, à qui il faut rendre hommage et l'honneur qu'il mérite pour avoir été le pionnier de ce combat-là après la mort de Tchinjan Premier. Ben, écoutez, on a eu une discussion. Pour ça, il a compris. Il dit que bon, quand tu es panafricaniste, tu es sur le plateau du Bavard. Je rappelle aux gens que quand tu es sur un plateau, tu n'as aucune responsabilité. Tu rentres, tu dors chez toi avec ta femme.